Philippe Sands, juriste international spécialisé dans la défense des droits de l'homme. Vous êtes professeur de droit à l'University College de Londres, écrivain. Vous êtes l'auteur aux éditions Albin Michel de Retour à Lemberg, prix du livre européen, mention spéciale du jury, prix spécial du jury du livre géopolitique, prix Montaigne en 2017 et de la filière en 2020. Vous publierez en septembre La dernière colonie. J'ai envie pour commencer, Philippe Sands, de revenir à février 2022, c'est pas si vieux. Vous embarquez pour les îles Chagos, la dernière colonie dont il est question dans votre livre, et vous dites que sans 3 tribunaux internationaux, 2 douzaines de juges en matière de droit international, vous ne seriez jamais allé à Perros Banhos. Ce sont 75 ans de procédure, finalement, qui ont contribué à ce que ce soit possible. D'abord, merci à vous, merci à Albin Michel pour l'invitation. Je suis ravi, honoré d'être de retour parmi vous. Merci à mon équipe magnifique, Albin Michel. C'est mon 3e livre avec cette maison d'édition et je suis ravi. Je dois aller un peu en arrière par 10 ans. Au printemps 2010, j'étais en train de faire du ski en France et je reçois un coup de téléphone du Premier ministre de l'île Maurice qui me dit « Philippe Sands, on a besoin de vous. Nous avons des îles qui s'appellent l'archipel de Chagos. Et ça se trouve dans l'océan Indien. Ça faisait partie de notre territoire jusqu'à 1965. Et les Britanniques, avant de nous donner, avec leur gentillesse traditionnelle, l'indépendance, a décidé de découper notre pays. Nous voulons maintenant recouvrir l'archipel de Chagos. Est-ce que vous êtes prêts à nous aider? Et je raconte dans ce livre l'histoire du droit international et l'histoire de justice. Deuxième histoire, mon histoire personnelle. Alors, si vous permettez, avant la deuxième histoire, ce qui est très important, parce que ça rejoint ce qui vient d'être dit, si l'île Maurice vous appelle, c'est à cause d'un de vos livres. C'est à cause d'un livre que j'ai publié en 2005, qui s'appelle en anglais Lawless World, un monde sans droit. Le Premier ministre mauricien voulait un Britannique qui était prêt à agir contre son propre État. Et ça, c'est quelque chose, je dois vous dire, qu'on ne peut pas faire en France. J'ai plaidé une fois contre la France, la première fois contre la France. Je suis de nationalité anglais et français, j'ai la double nationalité. Et j'ai plaidé contre la France en 1996 dans l'affaire des essais nucléaires recommencés par M. Chirac. Et le Quai d'Orsay n'a jamais oublié. Par contre, en Angleterre, avec cet esprit différent une vision d'indépendance, de plaider contre son propre pays, il n'y a pas de problème. Et le Premier ministre mauricien voulait Philippe Sands parce qu'en 2005, Philippe Sands a écrit que la guerre en Irak était complètement illégale. C'est pour ça que ça m'est venu. Voilà. Donc on peut repartir sur les 10 ans précédents. Voilà. Alors, voilà, deuxième partie de cette histoire, la dernière colonie, c'est mon histoire, mes relations avec la justice. Mais le troisième aspect du livre, et vraiment pour moi le cœur battant du livre, c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Madame Élysée. Et je n'invente pas le nom. Lisby Élysée, née en 1953, qui fait sa vie sur une petite île qui s'appelle Île du Coin, sur un atoll qui s'appelle Perros Banhos. En 1973, les Britanniques arrivent, ils disent simplement « vous partez demain ». C'est fini. C'est une communauté qui habite dans ces îles depuis au moins 200 ans. Et depuis 50 ans, Lisby Élysée veut retourner. Le cœur battant de ce livre, c'est l'histoire de mes relations avec Lisby Élysée et le retour en février 2022 à Chagos. Comment est-ce que ça a eu lieu? Alors, ce qui est fascinant quand on vous lit, c'est que alors vous racontez effectivement tous les démêlés juridiques et judiciaires qu'il y a eu. Il y a le droit international de la mer qui entre en jeu. Il y a toutes sortes de cours qui sont appelés à se prononcer pour que finalement, au bout de 75 ans, on arrive à ce que Chagos retrouve son indépendance, en tout cas sur le papier. Dans la réalité, c'est un peu plus compliqué. Les Britanniques ont un peu de difficulté à adapter aux conséquences du Nouveau Monde. Ce n'est pas seulement dans le domaine du Brexit, mais
question de responsabilité historique. C'est un livre qui traite, là je parle très franchement, sur le racisme britannique. Si on compare le Chagos avec les Malouines, 2000 habitants dans les deux îles, quelle est la différence entre les deux communautés? Je regrette de dire, c'est très simple. Une communauté est blanc, l'autre est noir. Alors c'est l'histoire d'un pays, le Royaume-Uni, et ça joue aussi, je sais, en France et en d'autres pays, de s'adapter à des changements, à la perte d'un empire et aux conséquences dans les décennies du colonialisme. Alors c'est aussi un thème universel et comme Retour à Lemberg, je prends une histoire très individuelle, très personnelle, et j'ai compris avec Retour de Lemberg, ça me rend très heureux, et je remercie encore une fois Albin Michel, que les lecteurs sont fins et sont intelligents, et que si on présente des aspects du droit, mais d'une façon qui est accessible, vous avez parlé de l'accessibilité, les gens peuvent absolument maîtriser ce genre de complexité si on le met dans un contexte humain et direct sur une ou deux histoires très particulières. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, mais dans un contexte très différent. Alors très modestement, vous avez expliqué tout à l'heure, en découpant par tranches de 10 ans les différents récits qu'il y a dans ce livre, vous en avez oublié un, qui est un récit beaucoup plus personnel, c'est celui qui a à voir avec l'évolution de votre propre positionnement, de votre propre rapport au monde du droit international. Parce qu'il y a une vraie réflexion de ce point de vue-là aussi dans ce livre. Oui, c'est un livre très personnel. En fait, les trois histoires que je raconte, ça commence en 1945, quand l'anticolonialisme a commencé avec l'adoption de la Charte des Nations Unies et au moment de la naissance de Lisby Bertrand, Lisby lycée, mais c'est aussi mes relations avec le droit international. Quand j'étais étudiant, quand j'ai commencé à être jeune professeur à l'université, la première fois que j'ai pratiqué devant la Cour internationale de justice. Alors en fait, c'est trois voyages en parallèle intermêlés. Et on se rend compte que c'est un monde pas si grand que ça. Vous avez retrouvé certains de vos professeurs dans certaines cours et vous expliquez assez bien les rapports que ça peut créer quand on se retrouve en train de plaider devant un de ses anciens profs. Forcément, on a un peu de pression supplémentaire. Il y a... Alors quand j'ai pris en écrivant ce livre un style personnel, c'est-à-dire dans le monde du droit international, dans le monde professionnel, il y a certaines choses dont, en habitude, on ne parle pas. Et une chose que je voulais expliquer dans ce livre, c'est comment est-ce que ces genres de procès marchent dans la réalité de la chose, pas dans les grands livres, mais la réalité de la chose. Comment est-ce que ça se passe? Et c'est clair qu'en écrivant sur certains aspects des relations personnelles, y compris un de mes premiers profs de droit international qui a siégé comme juge dans une des trois affaires qui touchaient sur Chagos, c'était d'une grande complexité quand le Premier ministre mauricien nous ordonne d'enlever ce collègue du tribunal pour des raisons de non-indépendance. D'habitude, dans le milieu universitaire, on ne parle jamais de ces choses. Et je vais juste finir avec une anecdote. Alors, jamais ça a été écrit. Ce qui s'est passé, par exemple, au moment, en 1995, quand on a plaidé dans l'affaire des essais nucléaires, ce venait juste après que la France reprend les essais souterrains nucléaires. Et j'étais participant dans l'équipe du Samoa et trois autres petits pays des îles Pacifiques. Le leader de l'équipe était l'Attorney General, le procureur général du Samoa. Il commence en disant le suivant. Il dit « Monsieur le Président, Monsieur, Madame les juges, avant de plaider, est-ce que je me permets de partager avec vous l'horreur soutenue par mon pays par l'idée qu'un pays européen recommence dans notre domaine les essais nucléaires. » Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on voit?
on voit que pendant qu'il est en train de parler, le juge français, un grand monsieur, est en train d'enlever ses écouteurs casquettes pour les traductions, met sur la table, se croise les bras et fait semblant de ne plus écouter. Bon, pour un juge, ça ne se fait pas. De mettre ça dans un livre comme ça va avoir des conséquences, c'est clair. Oui, ça je pense aussi. Deux petites choses avant de terminer. Honnêtement, moi, j'avais jamais entendu parler des Chagos avant de vous lire. Et on se rend compte qu'en fait, il y a l'histoire du Nicaragua, la guerre en Irak, le 11 septembre 2001, le droit de la mer, et bien d'autres événements qui vont jouer un rôle fondamental dans la décision qui va être prise pour ces îles. Alors, j'essaie encore une fois d'expliquer un principe, et je ne sais pas comment ça se traduit en français, je m'excuse pour ça, mais en anglais, ça s'appelle « the butterfly effect », l'effet papillon. Qu'un tout petit événement qui a eu lieu à un certain moment peut avoir des conséquences complètement inattendues. Alors, ayant en arrière, sur ce moment du guerre d'Irak, pourquoi est-ce que le Premier ministre mauricien m'appelle et crée en fait ma connaissance et mon amitié avec cette femme remarquable, Lisby Élysée, qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire, qui était le témoin star qui a transformé ce procès. Ce n'est pas seulement qu'il y a eu ce guerre en Irak, mais c'est que 6 mois après la guerre en Irak, quand tous les juristes en droit spécialisés en droit international britanniques disaient ce guerre est manifestement illégale, c'est crime d'agression, comme en Ukraine aujourd'hui, ils ont trouvé un professeur qui a écrit dans le Times, non, pas du tout, c'est légal, et j'ai aussi travaillé, dit ce prof, pour le gouvernement britannique, j'ai donné des conseils. Cet article dans le Times est la raison pour laquelle j'ai commencé à écrire ce livre. C'est-à-dire, si ce monsieur n'aurait pas écrit cet article de 900 mots dans le Times, moi je n'aurais jamais écrit mon livre sur Irak, le Premier ministre ne m'aurait jamais appelé, je n'aurais jamais rencontré Lisby Élysée, on n'aurait jamais parti à la Cour internationale de justice, le tribunal des droits de la mer, c'est l'effet papillon 10 000 fois. Et ça, c'est ce que je voulais décrire dans ce livre. Comment est-ce que ça marche vraiment, la réalité du chose? Non, on a déjà dépassé le temps qui nous est imparti, mais je sais que vous y tenez. Un mot sur la traduction du livre. Je dois absolument remercier une amie très proche, parce que pour moi, c'est très touchant. Ce livre, les 2 autres livres, Retour à Lemberg et La filière, ont été traduits par une personnage remarquable, Astrid von Buzekist, professeure à Sciences Po. Malheureusement, pour moi, elle ne pouvait pas traduire ce livre parce qu'elle travaillait sur son propre livre et je voulais absolument respecter ça. Et je demandais à mon amie la plus proche en France, que je connais depuis toute sa vie, on est amis depuis notre enfance, et qui est grande écrivain française, si elle peut me donner des conseils et suggérer quelqu'un qui pourrait traduire mon livre. Et elle a dit, pourquoi pas moi? Et moi, j'aurais jamais osé demander à Agnès de Sarthe de traduire mon livre. On a travaillé ensemble là-dessus. Elle me connaît très, très bien. Elle connaît ma pensée, elle connaît tout ce que j'ai fait depuis 60 ans. Et résultat, vraiment une traduction remarquable, qu'on peut pas, on peut rêver de quelque chose comme ça, de travailler avec une traductrice qui est vraiment un écrivain brillante. Alors je remercie très ouvertement Agnès, mais de travailler avec Agnès, c'était le plus grand plaisir. La dernière colonie, c'est le titre de votre passionnant ouvrage. C'est un vrai polar judiciaire juridique. Philippe Sands, parution en septembre. Merci infiniment, Philippe Sands, d'être venu en parler avec nous.